Et au bout d'un moment, j'ai regardé la situation et je me suis dit, j'en ai marre de survivre, j'ai envie de vivre. Donc en fait, je préfère être milliardaire détesté. À partir du moment où je suis alignée, j'en ai rien à faire. Et moi, je m'étais toujours dit, le jour où je suis enceinte, je ne veux plus travailler. Enfin, que c'est l'une de tes plus grosses pertes d'argent, parce qu'en fait, c'est un investissement qui n'a pas été rentable pour l'instant. Salut la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'argent, rien que la vérité. Et je suis trop contente de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on accueille une investisseuse que j'admire énormément, mais aussi une amie avec qui on s'est rencontrés sur les réseaux en fait. On a beaucoup de points communs, mais elle est à un niveau, les gars. Non. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle elle se présente à vous pour ceux qui ne la connaissent pas, mais surtout de lui poser des questions croustillantes parce que vous le savez maintenant, mais sur ce podcast, on parle des tabous de l'argent et de tout ce qu'on ne vous dit jamais. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Camille aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis trop contente. Trop contente. Bon, alors, est-ce que tu peux nous dire, Camille, déjà, sur les réseaux, c'est Investisseuse Éclair. Oui. Voilà, vous retrouverez ces réseaux dans la barre de description. Merci. Est-ce que tu peux nous décrire, en fait, ton parcours, nous expliquer de là où tu viens, où est-ce que tu en es aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais exactement ? Je vais essayer de faire rapide, du coup, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais parce que j'ai fait beaucoup de choses. Là où je viens, je suis comédienne de métier, donc rien à voir. Comédienne de métier, j'ai fait des études de conservatoire, cours Florent, etc. C'était un métier très, très instable. J'ai fait beaucoup de petits boulots à côté, barmaid de la nuit, animatrice le lendemain matin de la nuit, où tu as travaillé toute la nuit, donc tu n'as pas dormi, et en plus, tu es animateur. Après, j'enchaînais sur plein de choses, et c'était un peu des boulots pour survivre, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai regardé la situation, et je me suis dit, j'en ai marre de survivre, j'ai envie de vivre, tout simplement. Donc je me suis dit, il faut que j'investisse. J'avais jamais été en CDI de ma vie, donc j'avais 23 ans, c'était je crois que c'était 2018 que j'ai pris cette décision. Et du coup, j'ai fait mon premier CDI, j'ai pris un premier et dernier, le seul CDI de ma vie, dans les assurances. J'ai travaillé dans les assurances pendant 3 ans. J'ai investi, donc j'ai acheté 4 petits immeubles en l'espace de 2 ans et demi, sachant que j'étais au maximum de ma capacité d'emprunt, parce que j'ai emprunté presque 700 000 € toute seule. Du coup, j'étais au max de ce que je pouvais faire. J'étais enceinte en plus, et moi, je m'étais toujours dit, le jour où je suis enceinte, je ne veux plus travailler, entre guillemets, travailler pour quelqu'un, avoir un patron, avoir des horaires obligatoires. Je veux travailler pour moi, et donc ça s'est très très bien embriqué. Donc j'ai acheté mes 2 derniers immeubles sur ma grossesse, et donc j'ai pu quitter mon travail, trop bien, quand j'ai accouché, avec mes 4 petits immeubles. En l'espace de 3 ans de salariat, en fait. 3 ans de salariat, ouais, exactement. Ok, incroyable. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui avaient investi dans l'immobilier pour que Non. tu te dises dans ta tête, ok, c'est l'immobilier qui va m'apporter cette liberté. Comment ça t'est venu ? Est-ce que c'est en regardant, en tombant sur des témoignages, des vidéos YouTube, ou est-ce que c'est parce que y a quelqu'un que tu connais qui t'a inspiré peut-être pour ça ? Comment, s'il y avait personne dans ton entourage qui investissait dans l'immobilier, comment tu as su que c'était l'immobilier qui t'apporterait cette vie-là ? Alors, j'ai plus le mot en tête, mais je veux dire un peu la même chose que tout le monde. Désolée, c'est pas très original. J'ai lu Robert Kiyosaki, c'est le livre qui m'a dit c'est ça que je veux faire, parce que je me suis dit ok, il y a le e-commerce, il y a la bourse, la crypto, même si c'était un peu moins en vogue quand même en 2018, mais c'était une option, surtout plus la bourse que la crypto en 2018. E-commerce, bourse ou immobilier, et moi j'aime bien tout ce qu'on peut toucher aussi. Donc pour moi c'était plus logique d'acheter quelque chose que je peux voir et que je sais que ça m'appartient et que ça va pas s'envoler, que de la bourse ou du e-commerce. Si tu changes de produit ou si le marché se retourne, comme en bourse d'ailleurs, tu peux perdre et il faut que tu recommences un site et d'autres produits et tu sais pas combien de temps ça va durer, et il y a eu toute la crise du dropshipping derrière, etc., tu vois. Donc pour moi c'était plus logique de commencer par l'immobilier. Je me suis documentée, j'ai lu des livres, j'ai pas regardé tellement de vidéos sur internet, c'est vraiment en lisant un livre je me suis dit ok, il y a tant de possibilités, je peux faire ça. J'ai tapé comment devenir riche sur Internet, par contre. Comment devenir riche sur Internet. Et du coup, c'est l'immobilier qui me paraissait le plus logique pour commencer. Voilà. Okay. Et c'est devenu une vraie... Je pensais que j'allais me forcer à faire... En étant transparente avec toi, hein. Je pensais vraiment que j'allais me forcer à faire de l'immobilier pour avoir une sorte de liberté, pour peut-être retrouver un autre job un peu moins prenant, en gagnant pas beaucoup, mais je m'en fais un peu vivre de ma passion. Et au final, l'immobilier, c'est devenu une passion, mais big time. Ok. Oui, parce que du coup, toi, ton plan aussi, c'était d'avoir cette sécurité avec l'immobilier pour aussi te laisser peut-être plus de temps et l'opportunité de retourner dans la
dans l'acting. Mais je suis pas encore retournée tellement Ouais, c'est trop bien. De retourner en fait potentiellement dans l'acting sans te mettre cette pression financière aussi peut-être. Ouais, exactement. Ouais. L'idée c'était vraiment de pouvoir me dire j'ai eu une déconvenue sur un gros tournage pour un premier rôle au cinéma et l'idée c'était de me dire j'ai pas pu, j'avais le rôle, j'y suis pas allée pour des histoires que vous connaissez tous, les MeToo et tout compagnie, donc je veux pas décrire la chose, mais ça se dessinait très mal pour moi. Je me suis dit si j'y vais je suis cuite, et en fait j'étais tellement, j'en voulais à la terre entière de me dire ça fait 10 ans que je suis dans ce domaine, j'ai trop bossé pour qu'au final j'ai enfin l'occasion de me dire le premier rôle au cinéma il est pour moi, genre n'importe qui peut viser ça quand t'es dans ce domaine là, tu vois, c'est ton rêve. Et je me dis c'était à l'étranger, j'étais trop mal barrée avec mon passeport, la personne qui s'occupait de moi et tout, je me suis dit trop compliqué. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir me dire, je fais l'immobilier pour pouvoir faire de ma passion derrière. Si demain, je veux produire un film, un court-métrage, il y a 30 000 euros à mettre, tiens, 30 000 euros, et je fais mon film, et je suis toute seule, et j'ai pas besoin de demander de l'argent à des hommes, tu vois, et je fais mon truc toute seule et tout. Et en fait, pour le moment, je l'ai pas encore refait parce que je m'éclate en immobilier. C'est vraiment devenu, en plus de mon immobilier en investissement avec mes locataires, je travaille aussi maintenant dans l'immobilier. C'est trop une passion, l'immobilier. J'adore l'immobilier. D'accord. J'adore l'immobilier. Ok, du coup, j'ai une première question un peu piquante. Oui. Si tu dois choisir entre ta passion pour l'immobilier ou ta passion pour la comédie? Immobilier. C'est vrai. Ah, ça pique. Ça a Horrible, devancé ta passion pour la comédie, du coup. En fait, j'ai encore des potes qui sont dans le domaine acting, stand-up, spectacle, et on sort ensemble, on fait encore des choses liées à ça, et j'adore ce domaine. Mais genre, je vis tellement immobilier tous les jours que immobilier, en fait. Ok. Immobilier. Beaucoup plus stable, beaucoup plus enrichissant, immobilier. Ok. Très bien. Donc, nous allons commencer avec les vraies questions qui nous intéressent. Oh my God. Qui sont donc des questions autour de l'argent et des tabous de l'argent. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas évidemment à la liker et à vous abonner à la chaîne pour voir les différentes interviews qui vont sortir. Abonnez-vous. Donc, la première question, c'est combien, je veux dire surtout, la plus grosse somme que tu aies perdue dans l'immobilier? Ah, dans l'immobilier? Oui, ou dans un de tes projets que tu as lancé. J'ai perdu 2 fois de l'argent dans ma vie. Rien à voir avec des investissements. Alors, la première fois, c'est que j'avais 18 ans, j'étais très crédule. Une fille voulait être copine avec moi, m'a dit « Le MLM, c'est génial, viens, société de cacao, machin. » J'ai donné 3 000 euros. À 18 ans, je donne 3 000 euros, toutes mes économies. La fille, j'ai jamais revu. La société a coulé. J'ai jamais vu mes fonds. Ça, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment perdu de l'argent. À 18 ans, j'ai perdu 3 000 euros. Pour moi, c'était énorme. Tes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Et j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. Donc, j'y connaissais rien. Le MLM, c'est une forme d'entrepreneuriat. Oui, après, oui. On valide ou on valide je croyais pas, que tu disais que j'étais pas dans l'entrepreneuriat. Mais à cette époque, non, pas du tout. Mais c'était... C'est tes premiers pas, finalement. Ah bah, bien casse-gueule, les premiers pas. Vraiment casse-gueule. La deuxième fois que j'ai vraiment perdu de l'argent, c'est sur un passif. J'ai voulu acheter une voiture il y a 3 ans. Une belle voiture. Enfin, vraiment une vraie voiture où je me suis fait bien... On va pas dire le mot, mais par le propriétaire qui m'a pris un acompte et qui a disparu avec, 4 000 euros. Donc jusque-là, ça va, des petites sommes. Et là, récemment, par contre, l'année dernière, j'ai 2 exemples que je vais pas te détailler sur le deuxième parce qu'on est sur une clause de confidentialité, mais je vais t'expliquer un peu parce que je trouve que c'est vraiment important pour les personnes qui nous regardent. L'année dernière, 2 fois dans les 20 000 euros. Donc, sur mon immeuble, j'ai le mur qui s'est effondré. Alors ça, la terre est tout courant depuis 3 000 ans, mais j'ai eu un problème avec un locataire qui avait fait des travaux, parce que c'était un locataire de local commercial, donc c'était à lui à charge des travaux. Et il avait touché au mur avant que j'achète, sans que je le sache, parce que moi j'ai vu un mur, mais je sais pas ce qu'il a fait dedans. Et en fait, on voyait au fur et à mesure, dans le mur, on voyait des jours, il y avait des bouts de plastique et tout. Et le mur a fini par s'effondrer, donc il fait quand même 7 mètres de long. Donc c'est un vrai mur, en fait, de façade. Le mur de fermeture de l'immeuble, en fait. T'as la façade, donc tu le vois pas. Et donc, moi, je le vois pas, le mur. Mais de dos, quand t'es dans une cour privée, ça ferme l'immeuble. Et c'est ce mur-là qui s'est effondré. Et j'en ai eu pour quasiment 20 000 euros à quelques centaines d'euros près. Et le mec s'est barré à l'étranger. Impossible de la signer en justice. Parce que pour remettre l'assignation, il faut que ça puisse être remis en main propre, que t'aies une adresse, un nom, etc. Le locataire du local commercial. Le locataire. Mais l'un dans l'autre... Il y aurait eu des problèmes avec. La propriétaire voisine voulait du coup m'emmener au tribunal pour ce mur qui s'effondrait chez elle et pas chez moi. Moi, je me retrouve avec un local commercial qui n'a pas de mur. Enfin, genre, on est dans un film, tu vois. Je me dis, OK. Donc, j'ai déboursé de ma poche.
Heureusement, grâce à l'entrepreneuriat, j'ai fait de l'argent, donc j'ai pu le débourser sans que ça pique trop, parce que j'ai pu le payer sans faire d'emprunt. Donc j'ai descendu de l'argent de ma SASU sur la SCI, comme c'est une holding, le système Murphy et tout. Vous irez vous renseigner sur Internet, d'accord. On en parlera peut-être plus tard, mais Voilà, mais du coup, j'ai pu descendre de l'argent assez facilement et j'ai pu payer mon mur. Et je me dis, écoute, le jour où tu vas revendre, c'est une super plus-value. J'avais déjà acheté rien du tout l'immeuble. Donc en soi, c'est de l'investissement pour moi. Je l'ai pris vraiment comme ça, même si ça a été une vraie leçon de vie, ce locataire. Donc perdu, non, parce qu'au final, c'est mon immobilier, c'est pas son immobilier à lui, tu vois. Donc ça me profite à moi. Mais c'était une dépense pas prévue. Mais c'était des dépenses imprévues. Suite à quand même des actions de ce locataire, parce que finalement, s'il n'avait pas touché au mur, tu n'aurais peut-être pas eu à débourser autant. Exactement. Mais ceci dit, ça m'a permis de mettre le point sur le fait que sur l'urbanisme, l'immeuble n'était pas régularisé alors que je n'étais pas au courant. Quand j'ai fait les demandes, on m'a dit « Mais madame, vous êtes depuis 10 ans, c'est pas normal. » et tout. Je dis « Mais moi, je suis propriétaire depuis 2 ans, en fait. » Et donc, ça a été très long. Ça a été des dossiers avec plein de pages à l'urbanisme. Mais j'ai pu régulariser toute l'entièreté de l'immeuble, qui fait que demain, si je devais le vendre, j'ai aucun souci pour le vendre et j'aurais pas eu un acheteur qui se retourne contre moi, vendeuse, tu vois. Ouais. Parce que donc, toi, finalement, tu aurais pu te retourner aussi contre le vendeur, puisque c'était pas régularisé quand tu as acheté. Ouais, et pareil, pas de réponse. Locataire, responsabilité du locataire, parce que c'est lui qui a fait les travaux, le locataire qui a fait avec ses pieds, donc évidemment pas d'assurance décennale. Moi, j'étais pas au courant. Enfin, il est obligé, quand je dis avec ses pieds, c'est drôle comme expression, mais c'est sûr que je vois pas comment il a pu le faire autrement. Parce que le mur, il y avait tellement de trous partout que je me dis, c'est chaud. Non, mais ce mur est tombé, c'est très bien. Ça m'a appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, tu vois, sur comment manager tes locataires aussi. Et c'est le seul locataire que j'ai pas choisi de tous mes investissements. C'est marrant. C'est le seul locataire dont j'ai hérité. Mon débarras. Voilà. Et deuxième chose, alors c'est un peu plus tatillon. J'ai investi sur un événement type mastermind, sans rentrer dans les détails, du coup, qui a coûté très cher. Et pour le moment, je pense pas énormément de belles rencontres, de belles personnes et d'entrepreneurs très successful, pardon. Mais je n'ai pas encore eu de retour sur investissement pour le moment de l'argent qui a été dépensé. Et avec ce qui s'est passé en même temps que le mur, je me dis, t'as quand même 40 000 € qui sont sortis gratuitement, tu vois. Mais je sais que plus tard, ça, je pourrais récupérer sur la suite plus tard. Mais comme on parle de grosses sommes d'argent, la même année, 2 fois 20 000 €, ça pique un peu quand même. Ok, oui. Du coup, c'est pour ça que tu estimes que c'est que c'est l'une de tes plus grosses pertes d'argent, parce qu'en fait, c'est un investissement qui n'a pas été rentable pour l'instant. Pour l'instant. Alors voilà, c'est pour ça que je dis, pour moi, j'ai perdu de l'argent sur la voiture, j'ai perdu de l'argent sur le truc de cacao quand j'avais 18 ans, tu vois. Mais là, si on parle vraiment de toi à moi, c'est moi qui suis propriétaire, le mur, il m'appartient et j'ai régularisé tout le dossier sur l'immeuble, donc c'est que bénéfique pour moi. Et surtout, j'ai appris plein de choses qui fait que je ne ferai pas d'autres erreurs sur les nouveaux. Et idem, la deuxième, c'est juste que ça n'a pas encore eu le temps de travailler, mais c'est plus un investissement qu'une perte, tu vois. Ouais. Et j'attends que l'investissement revienne qu'une perte d'argent. Ok. Mais en réfléchissant aux questions, c'est vraiment le plus gros que je vois. Ok, ça marche. On va passer à la deuxième question. Ok. Une question que j'adore. Oh my God. C'est, est-ce que tu as déjà mélangé un projet entrepreneurial ou les investissements avec tes relations amoureuses? Alors, t'as vu que la posture, je me suis fermée aussi, j'ai fermé les bras. Langage non verbal, bonjour. Je n'ai pas mélangé entrepreneuriat et vie sentimentale jusque-là, mais l'entrepreneuriat a impacté ma vie sentimentale. Ok. Investissement non plus, du coup. Parce que t'as tout acheté toute seule. Ouais. T'as jamais acheté avec quelqu'un ou non, tu t'es jamais associée avec quelqu'un. Non. Là où j'ai failli m'associer, ça n'a pas été du tout une bonne idée. D'accord. Expérience de l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses l'année dernière, dis donc. C'est une leçon. J'ai failli d'en parler aussi, mais bon, ça fait beaucoup de sujets. Non, alors j'ai jamais... Donc je ne suis officiellement pas associée, je me suis jamais associée. J'ai tout acheté toute seule en nom propre et j'ai une SCI toute seule avec ma SASU et moi, c'est possible. C'est bien quand tu fais des choses avec ta SASU, sinon ça sert à rien. C'est un montage où tu perds de l'argent chez le comptable, c'est tout. Mais sinon, c'est un très bon montage. Mais du coup, j'ai investi toute seule, donc je ne suis pas associée. Par contre, je pense que ce que je fais et ma façon de le faire a des répercussions sur ma vie de couple. Donc moi, je suis mariée, j'ai une petite fille qui a 3 ans aussi, que j'aime. C'est la meilleure. Tous les parents disent ça. Et j'étais sûre que quand je serais parent, je dirais non, je ne dirais pas ça, mais je dis exactement la même chose. Mais je pense qu'en fait, c'est très compliqué parce qu'à un moment donné, j'avais parlé à mon mari, donc on n'était pas encore mariés, je lui avais dit je veux faire ça. Et je me souviens qu'il a rigolé en disant tout le monde travaille. Je lui avais dit je veux
acheter des immeubles. Alors, je suis arrivée un jour dans la cuisine, je vais acheter des immeubles et le jour où j'aurai un enfant, je lâche le travail. Donc, lui, forcément, il a rigolé. N'importe qui rigolerait, tu vois. C'est un sujet, t'en as jamais parlé, c'est pas tout à fait sérieux, t'as pas creusé le truc. Et j'étais vraiment sur, je veux acheter des immeubles, en fait. J'étais sur cette décision en 2019. Et du coup, il m'a dit, mais tout le monde bosse, donc pourquoi toi, tu bosserais pas? Et au final, j'ai pris ce CDI, j'ai investi. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai mis mon couple entre parenthèses et t'en as conscience parce que t'es tellement à fond, surtout quand t'achètes beaucoup en peu de temps avec un CDI à côté où t'es cadre et ta vie professionnelle déborde sur ta vie personnelle déjà, mais qu'en plus, immobilier, toute ta soirée, c'est l'immobilier. Je me souviens qu'il a pris une photo, j'ai un paquet de chocobons. Je sais plus, avec un pyjama à 1h du mat sur mon tableau de rentabilité sur le canapé dans notre 15 mètres carrés à l'époque, tu vois. Et il me dit, ça, c'était notre vie pendant un bon moment. Donc, en fait, on n'avait pas de vie... Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas de vie à deux, mais t'es obligé de... l'entrepreneuriat, l'investissement, pour moi, c'est l'entrepreneuriat. Enfin, l'investissement immobilier, c'est te jeter corps et âme sur un investissement, un projet, tu vois. Et du coup, on n'a pas fait grand-chose. J'ai dit, on coupe toutes les dépenses inutiles pour l'immobilier. Donc, moi, je fais pas Netflix, je fais pas Disney+. J'arrête l'abonnement salle de sport, j'arrête l'abonnement cinéma. J'avais à l'époque de ma passion par le cinéma, tu sais, les abonnements UGC limités, je sais pas quoi. Je coupe tout, en fait. Donc, niveau dépenses, déjà, je sors pas, je fais pas de resto, je prends pas de verre. Je voulais vraiment tellement que mes comptes soient clean. Au début, j'étais genre limite trop clean, tu vois. Je voulais que ce soit tellement clean, je pars pas en vacances, je dépense pas de billets d'avion, comme ça on voit que je suis carrée et tout. Donc je mets de côté, donc forcément ça a une incidence sur tes comptes bancaires, sur ta vie sociale, avec tes potes et avec ton chéri ou ton mari. Ouais. Pendant un bon moment. Surtout sur... je trouve que l'investissement immobilier, comme... Tu le sais très bien, comme tu investi dans l'immobilier, c'est au début que c'est un peu compliqué parce que tu as la phase de recherche. Tu cherches, tu trouves pas. Tu recherches sur une autre ville, tu trouves pas. Tu dis, mais punaise, je rate un truc, pourquoi les autres, ils arrivent pas moi, etc. Et en fait, une fois que tu as trouvé ton secteur, après, tu as la phase de négociation, de visite. Donc, les seuls week-ends que tu as en tant que salarié, tu es encore ailleurs, donc tu te reposes pas vraiment. Donc, c'est vraiment les premiers mois, je pense, qui sont difficiles. Et après, tu as la phase de mise en location, de décoration, etc., d'ameublement. Tu montes les chaises à l'envers. Voilà. Et après, ça tourne tout seul. Une fois que les loyers tombent, que tu trouves ton rythme de croisière, ça tombe et tu peux reprendre un peu une vie. Mais je trouve qu'au début, si tu cumules un travail, surtout si tu as un travail assez prenant, plus de l'investissement immobilier, les premiers mois, c'est lourd. C'est chaud. C'est chaud pour ton couple. C'est chaud, t'as pas trop de vie, quoi. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Ok. Rassure-nous, l'immobilier, c'est quand même cool à la fin ou c'est galère comme ça. C'est beaucoup de sacrifices au début. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est rien comme sacrifice. Là, on en parle comme si c'est horrible, mais absolument pas. En fait, tu sacrifies quelques mois, et encore quelques mois. Je pars du principe que tu as un travail à côté, tu vois. Mais en soi, si tu as un travail lourd et tout, c'est un peu un sacrifice. Mais après, tu as une liberté. Les loyers, la dernière fois, tu sais que j'étais en Thaïlande voir ma sœur. Et en fait, je suis restée 1 mois là-bas et les loyers, ils tombent. Alors que toi, peu importe le jour, la nuit, tu as les loyers qui tombent. Mais tu as je sais pas combien de loyers qui tombent, dont la moitié sont du bénéfice. Alors que tu es en Thaïlande et tu payes ton cocktail avec, tu vois. Ouais, donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais je veux dire, ça te permet de travailler dans quelque chose qui t'épanouit, sur lequel tu es aligné. Moi, j'ai quitté mon travail grâce à ça. Sans l'immobilier, j'aurais jamais pu quitter mon travail. Ouais. Réellement. Donc, on va commencer avec le premier petit jeu. C'est un tu préfères. D'accord ? Je vais te donner 2 situations. Tu vas me dire tout simplement laquelle des 2 tu préfères. Ok, vas-y. Ok. Est-ce que tu préfères perdre ton business et tes investissements, mais garder tout ton réseau ? Oh punaise. Ou garder ton business et tes investissements, mais perdre tout ton réseau ? Oh punaise. T'es forte, hein ? Oh, c'est horrible. Ouais. Je pense qu'avec le réseau que j'ai réussi à faire en l'espace de 7 ans, 6 ans, 7 ans, je sais même plus, 7 ans, c'est horrible, je préfère perdre mon immobilier, garder mon réseau, parce que je sais que je pourrais le faire encore... Tu pourrais recommencer. Mais après aussi, ça dépend de ta situation, comment tu peux emprunter. Mais si on part vraiment sur la base de je peux réemprunter ce que j'ai déjà emprunté, mais je perds tout, c'est horrible. Je préfère perdre et garder mon réseau. Ok, cool. Est-ce que tu préfères avoir un associé ultra brillant, mais insupportable, ou un associé moyen, mais hyper loyal ? Moyen, mais hyper loyal, d'office. Est-ce que tu préfères être milliardaire, mais détesté, ou avoir la plus grosse notoriété de ton secteur, mais jamais millionnaire ? Ça pique, hein ? Ouais. C'est quoi ta réponse à celle-là, toi ? Moi, je pense que je préférais être milliardaire détesté. Ouais, Parce mais qu'en milliardaire et détesté, mais t'as des potes quand même. Tu as des potes. T'as tes potes à toi, mais tout le monde te déteste dans le domaine, quoi. En fait, moi, je pars du principe que j'ai pas besoin de la reconnaissance des gens pour exister.
Oui. Donc en fait, ce que pensent les gens de moi, je peux pas te dire qu'il ne m'impacte à 0%, Bien sûr. mais en fait, si je suis alignée avec ce que je fais, je m'en fous d'être détestée. Donc en fait, je préfère être milliardaire détestée. À partir du moment où je suis alignée, je n'ai rien à faire. Mais je pense aussi. En fait, je réfléchissais plus dans le sens où maintenant que je travaille aussi beaucoup avec mon réseau. Donc si je suis détestée, je vais plus travailler. Mais si on part du principe que tu es milliardaire, en fait, on n'a pas besoin de ton réseau. Mais je veux des bons potes, je veux toi, tu vois. Je veux bien être milliardaire et détestée, mais on reste quand même ensemble. Allez, ça marche. Est-ce que tu préfères monter un business qui cartonne mais que tu détestes ou avoir un business que tu adores mais qui stagne? Un business que j'adore mais qui stagne. Parce que je préfère être alignée, je me rends compte que l'alignement, c'est hyper important. Ok. Est-ce que tu préfères gagner 1 million par mois mais devoir travailler 7 jours sur 7 Non. ou gagner 10K par mois Très avec bien. totale liberté? Très bien, très bien. 10K, trop, totale liberté 10K, très bien. Allez, Très bien. parfait. C'est la fin de ce premier petit jeu. On va passer à la question donc suivante. À quel moment t'as failli tout abandonner? Genre une anecdote dans ton parcours où tu t'es dit là c'est trop. Si tu connais Camille, tu sais que j'abandonne pas. Donc, il n'y a aucun moment où j'ai failli tout abandonner. Par contre, il y a des anecdotes qui m'ont cassé les pieds, pour pas dire autre chose. Il y a vraiment ce locataire du local commercial, on en revient toujours à la même chose, qui m'a bien cassé les couilles, pardon, mais il m'a vraiment bien cassé les pieds. Où tu t'es dit allez, cet immeuble je le vends, c'est bon, j'en veux plus. Et par exemple. c'est ça. J'en étais là il y a encore quelques mois et en fait je me suis dit Camille t'as pas refait un mur à 20 000 balles pour vendre l'immeuble en fait. Et donc j'ai trouvé une autre solution de réinvestissement où ça va rééquilibrer la SCI, je vais pouvoir relouer l'appart et tout. Mais ce locataire m'a quand même bien cassé les pieds. En fait le locataire homme 40 ans, pour te donner un peu le profil, voulait acheter l'immeuble avant moi, n'a pas eu son prêt. Moi, j'arrive, petite fille, souriante. Ha, 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 ha. C'est moi la propriétaire. Il a un seum, mais monumental. Et il a le seum que j'ai eu le prêt et pas lui, en fait. Et que c'est moi sa propriétaire, donc il a commencé à faire des impayés. En plus, c'est le seul locataire dont j'ai hérité, donc j'avais pas garantie Visale ou des choses que j'avais choisies et tout. Et en plus de ça, il a coupé les câbles électriques de l'appartement du dessus, qui est passé par le local. Donc j'ai eu des locataires, une dame avec 3 enfants qui se sont retrouvés sans électricité dans le nord de la France en plein décembre. Plus ce mur qui tombe, plus il m'a cassé les pieds, mais j'ai réussi à le sortir. Mais qu'est-ce qui m'a cassé les pieds? Et j'ai réussi à le sortir sans impayé. En plus, tout ce qui devait, ça a été récupéré par la personne qui a repris le local, qui a épongé les impayés de la personne. Oui, parce que du coup, c'est quand il a vendu son fonds de commerce. Ouais, c'est ça, exactement. Donc je m'en suis plutôt bien sortie, mais il m'a franchement cassé les pieds. À un moment donné, je me disais, à cause de lui, je peux plus me voir l'immeuble, alors que l'immeuble est rentable, tu vois. Mais à cause de cette personne, je pouvais plus me le voir. Et pourtant, j'en ai eu des histoires d'impayés et tout, où je m'en fiche parce que ça a été couvert par les garanties. Donc pour moi, je pars du principe que comme j'ai pas perdu d'argent, tout va bien, tu vois. Ça me permet de refaire l'appart à neuf. Moi, je m'en fous, la vie est belle. J'ai 2 jours pour retaper l'appart, ok. Changer des trucs, faire des travaux, moi, ça me va. Mais lui, là, c'est vraiment le moment où, au bout d'un moment, ça me gonflait, quoi. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous dire, Camille, aujourd'hui, combien tu gagnes par mois, à peu près? Alors, en nom propre? Oui. Je veux dire sur mon compte bancaire à moi? Oui. Pas avec les boîtes. Bah, je sais pas, t'as investi en nom propre et en SCI, du coup? Oui, mais la SCI, c'est minime. C'est justement le fameux immeuble où on le compte quasiment pas, tu vois. D'accord. Donc, on en va fait, dire c'est à peu que... près une moyenne. Soit tu nous parles de tes boîtes et tu nous fais une moyenne mensuelle de ton bénéfice. Ouais. Soit c'est combien les loyers te rapportent à peu près mensuellement. Ok. En gros, les loyers, c'est simple. Je fais un peu plus de 70 000 € l'année, dont la moitié en bénéfice. Donc comme ça, on est entre 2005 et 3000 de bénéfices sur les loyers, que j'essaie au maximum de pas toucher parce que j'ai d'autres choses aussi sur lesquelles je peux récupérer l'argent. Donc comme ça permet de faire beaucoup d'épargne. Et tu vois, là, sans sourciller, j'ai fait la façade du dernier, j'ai fait des travaux, etc. Là, récemment, il y avait 35 000 € qui étaient sortis, que j'avais fait en moins d'1 an, les 35 000, pour te donner une idée du bénéfice, que j'ai sorti parce que j'avais envie d'améliorer encore plus pour que ça rapporte encore plus. Ah ouais, c'est bien. Et donc voilà, ouais, on est autour des 3000. Voire un peu moins. Et après, sur les boîtes, c'est quasiment que du bénéfice, parce que jusque-là, c'était ou de la formation en ligne, ou de l'événementiel. C'est là qu'il y avait un peu plus de charges, mais je ne vais pas en refaire, mais c'est l'événementiel léger. Ou alors de l'apport à faire. Donc, c'est que du bénéfice, en fait. Donc, c'est plus moi qui cherche à faire de la charge pour être pas trop taxée. Ouais. Et avoir des manières de vivre un peu aussi sur la boîte que pour avoir pas trop de bénéfices aussi, tu vois, en présenter, mais pas trop. Parmi les 3 piliers là que tu viens de dire, entre la formation, un peu l'événementiel et l'apport à faire, qu'est-ce qui te rapporte le plus des 3?
Bah là, je suis sur un pivotement à 360 de ce que j'étais en train de faire en activité. Mais forcément, la formation, c'était bien. Mais je n'ai pas envie de dire... les gens qui me connaissent et qui me savent que je suis 100% transparente, honnête, viennent d'eux-mêmes acheter la formation. J'ai pas besoin de la vendre, en fait. Mais je suis pas marketeuse. J'ai jamais été marketeuse. Je parle jamais de mes offres. Et pourtant, je les vends. Mais je dis pas, venez me voir, j'ai une formation, venez acheter ma formation. Donc, je peux pas te dire formation, même si ça l'a été à un moment donné. Je dirais apport à faire. Apport à faire, ouais. Ok. Et je suis 100% alignée avec ça. Et du coup, c'est trop bien parce que je me rends compte que vouloir forcer, par exemple, à monter un système de formation où tu veux vendre plus cher parce que tu veux faire de l'accompagnement, mais en fait, tu te fatigues à faire de l'accompagnement parce que les gens, ils te posent 10 fois la même question, ils passent pas à l'action. Et moi, ça m'énerve, les gens qui passent pas à l'action. Donc, je me dis, la façon d'être la plus alignée, c'est juste la formation en ligne. Si les gens veulent venir la prendre, je sais qu'ils ont investi avec et c'est super. Mais apport à faire, j'adore faire ça. En tout cas, c'est plus ce qui t'anime, c'est finalement plus aussi l'apport d'affaires. Bah, parce qu'en fait, j'accompagne les gens sans faire tout le truc de tu commences par ça, tu fais ça, tu fais ça. J'accompagne les gens sur le terrain et les gens sont trop reconnaissants et ça se passe super bien. Et quand tu trouves une affaire à quelqu'un, que c'est son premier bien, que ça tourne bien, c'est trop bien, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi, j'adore contact, réseau, bouger, voyager, visiter, négocier pour le client et tout, j'adore. Ok. Donc, ouais. On va faire le jeu numéro 2. Allez. Punaise, on enchaîne avec les mots, ça y va, mais comme ça, tu vois. J'adore. On va faire un cap ou pas cap. Oh my God. Je vais te donner des situations et tu vas me dire si tu les capes ou pas cap. Ok. Ok. Cap ou pas cap de travailler avec un client ou un partenaire Ok. que tu détestes juste parce qu'il y a un gros chèque à la clé. J'aurais été sûre que c'était la question en plus quand t'as commencé à poser les questions. Ouais, mais combien de temps? Ça peut être sur une mission, je sais pas. T'as un gros chèque à la clé, mais tu détestes le client ou le partenaire. Moi, je suis très alignement, justement. Donc, plus je me rends compte que j'avance dans la vie, là, plus je me rends compte que les gens que je peux pas piffrer, ça dégage, tu vois. Cap ou pas cap? Pas cap, sauf si la mission, c'est 2 jours. Cap ou pas cap de balancer un énorme dossier sur un concurrent pour l'éliminer? Non. Enfin, c'est pas mon style, en fait. Okay. Je dirais pas cap, c'est pas mon style. Cap ou pas cap de facturer plus cher un client juste parce qu'il a l'air riche? Un peu cap quand même, non? En vrai, je te dis ça, mais les honoraires sont les mêmes pour tout le monde. Ok. Mais ça serait tout le temps. Mais les honoraires sont les mêmes pour tout le monde. Cap ou pas cap de quitter ton conjoint pour devenir millionnaire? Non, ça serait pas la raison. Ok. Cap ou pas cap d'investir tout ton argent, patrimoine, capital, Qu'est-ce qu'elle va me sortir? dividendes, dans un seul projet ultra risqué, mais avec un potentiel x100? Non. Cap... Sage quand même, sage décision. Non, sage, réfléchis, non, jamais. Cap ou pas cap de tout lâcher demain et partir vivre dans un pays où personne te connaît pour repartir à zéro? Ah, j'aimerais trop. Cap. Bah, il y a le mari, les enfants, tout le reste derrière, mais cap. Ok. Cap ou pas cap de donner le nom d'une personne ou d'une société que tu ne recommandes pas du tout dans ton industrie? Là, tout de suite? Cap ou pas cap? Ça fait un peu mégère, non, si je fais ça? Cap ou pas cap? En plus, j'en ai des noms à donner, mais ça y est, ils ont coulé, donc... Mais dans le domaine immobilier, on a tous pensé à Broussard ou à d'autres, mais ça y est, ils se sont cassés la gueule, donc c'est bon, tu vois. Ok, parfait. On va passer aux dernières questions. C'est horrible. Punaise, imagine, tu regardes l'interview, il dit « Elle, je vais la retrouver, tu vois !» Mais après, si c'est un escroc, on s'en fout. Oui, c'est un escroc. Voilà. Il y en a plein des escrocs. Donc cap, du coup. Mais cap, archi cap. Et je suis tellement transparente que je le dis à un client, si s'est passé quelque chose, même sur le bien, il faut que je dise attention à ça, et faites ça. Oui, mais t'as raison. Je suis pas quitte à vendre là, on était encore sur de la rédaction d'un compromis hier à une condition suspensive. J'ai dit mets ta condition suspensive de visite. Je sais que tu vas acheter, mais mets ta condition suspensive de visite. Si ça peut te sauver toi. Je vois pas l'argent, je vois le client, tu vois. Ouais, bien sûr. T'as raison. Je considère vraiment l'humain. Prochaine question. Yes. Si tu devais tout recommencer de zéro, est-ce que tu peux nous donner un plan concret de par quoi tu commencerais et où est-ce que tu irais? Ok, en immobilier du coup? Ouais. Si tu dois commencer à zéro en immobilier, si on fait les choses dans l'ordre, tu connais ta capacité d'emprunt, donc tu vois ta banque, ton courtier, et tu connais ta capacité d'emprunt. Une fois que tu as ta capacité d'emprunt, tu te formes,
Ne pas acheter de l'immobilier sans savoir, parce qu'il y a tellement de choses à savoir en immobilier, ne serait-ce qu'à commencer par l'offre et les conditions suspensives que tu te mets dedans qui t'évitent de perdre de l'argent. Donc tu te formes. Une fois que tu t'es formé, tu définis ta stratégie fiscale. Est-ce que tu vas investir en nom propre ou en société? Pour ça, il faut aussi savoir, est-ce que tu investis pour quitter ton travail? Est-ce que tu investis pour avoir un complément de revenu? Est-ce que tu investis pour donner, transmettre à tes enfants? Ou juste pour avoir du patrimoine? Parce qu'il y a des gens qui investissent d'un côté patrimonial pour faire des choses qui vont prendre de la valeur, mais qui ne rapportent pas d'argent. Et il y en a d'autres qui vont investir sur la rentabilité. Puis il y en a qui font les deux. Je rigole. T'as raison. Donc voilà, une fois que tu as défini ta stratégie fiscale, tu fais ta recherche de biens, donc tu définis un secteur. Dans le secteur, tu fais ta recherche de biens, donc tu définis aussi le bien que tu recherches. Est-ce que tu recherches un immeuble, un appartement, une colocation, de la LCD? Donc ça fait partie de la stratégie. Une fois que tu fais ça, go, tu visites pour t'affiner l'œil, même si ça t'intéresse pas, parce qu'il y en a qui ont peur des visites au début. Donc c'est bien d'affiner l'œil et de faire beaucoup de visites pour affiner, ne pas avoir peur le jour où ça sera ton immeuble à toi ou ton appartement à toi que ce sera la bonne. Et aussi avoir un langage assez professionnel vis-à-vis de la personne que tu as en face de toi, surtout si tu es une femme. Une fois que tu as fait ça, tu fais ton offre d'achat, tu mets des conditions suspensives à l'intérieur, surtout d'obtention de prêt, à moins que tu sois très riche. Une fois que tu as fait ton offre d'achat, tu vas à la banque ou tu te sors de l'offre d'achat, alors tu signes ton compromis, tu te sors du compromis avec les refus, comme ça tu ne payes pas les 10% que tu dois payer à la fin si tu les présentes pas. Il faut bien faire attention à les présenter en temps et en heure, ou alors tu présentes une obtention de crédit, tu signes l'acte authentique et en même temps que tu fais tes travaux, tu prépares ta mise en location. Ok. Quand les travaux sont finis, tu mets en location, t'as tes locataires, t'as tes sous, c'est génial, welcome. Ok. Renta minimum, 8,5 net minimum, longue durée. 8,5 net en longue durée minimum. Si on te dit c'est 16% LCD net, viens, c'est génial, mais en longue durée, ça ne s'autofinance pas, je ne conseille pas de faire de la courte durée parce qu'il y a énormément de changements de législation et tout. Et demain, tu peux te retrouver à sortir de l'argent parce que la location courte durée est interdite dans ton immeuble de par les règlements de copro, de par la ville, etc. etc. Ok. Et autre question. Donc toi, t'es full locatif. Ouais. Achat-revente? Non. Non, pas encore, peut-être plus tard, mais même pas... Là, tu vois, Et dans ton plan stratégique, quelqu'un qui n'a pas forcément d'apport, est-ce que c'est pas mieux qu'il commence par de l'achat-revente? Ou Genre, alors, ça à peut moins être- d'acheter une résidence principale, de vivre dedans, de la revendre et effectivement, t'es exonéré sur la plus-value, c'est une hyper porte d'entrée, une hyper bonne porte d'entrée, effectivement. Mais je suis tellement locatif, tu vois, que là, je cherche même à racheter du locatif. Ok, ça marche. Dernière question, et après, il y aura un dernier petit Ok. jeu. Et si tu devais comparer par rapport à tes revenus, ce que ça te rapporte entre ton activité plus entrepreneuriale, donc apportage d'affaires, formation, etc., et vraiment la partie investissement, loyer, etc., à combien tu allouerais chacun des revenus? Combien représentent les investissements? Tu vas rigoler, mais de toute façon, là, 100% de mes revenus, c'est du locatif. Ok. Comme ça, c'est simple, parce que je me suis jamais sortie dividende en SASU, jamais rémunérée en SASU. Par contre, l'objectif l'année prochaine, parce que là, je vais travailler beaucoup plus sur de l'apport d'affaires et de la transaction avec ce que je fais que de la formation et les loyers, etc. Les loyers tombent tout seuls. En fait, pour moi, c'est vraiment genre un trampoline, genre un nuage. Tu tombes, tu rebondis sur un nuage, tu tombes pas dans le vide, tu vois. C'est vraiment mon image du locatif. C'est plus là pour en support que j'ai envie de vivre dessus, même si pour le moment, ça me sert à vivre. Mais du coup, là, pour le moment, c'est 100% loyer. Mais l'année prochaine, je veux me rémunérer de ma SASU. Et du coup, ça sera 50-50, mais je veux vivre que sur la SASU. Enfin, sur le salaire que je vais me rémunérer avec la SASU, tu vois. Ok. Pour faire un maximum de trésor. Et ça gonfle super vite, donc c'est trop agréable. Ouais, De voir les comptes qui gonflent, tu dis, mais punaise, je viens de balancer 35 000 euros de travaux, il y a de nouveau de l'argent sur le compte. C'est quoi cette histoire? Je vais pouvoir refaire les travaux, la meuf, elle est piquée. Non, mais bientôt, j'ai tout fini de faire des travaux, ça sera que du cash sur les comptes tout court. Bon, c'est bien. Mais... C'est cool. On va passer au dernier petit jeu, Camille. C'est un pour ou contre. Ok. Je te donne des informations. Tu me dis ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre, tout simplement. Ok, vas-y. Ok. Pour ou contre t'associer dans le business? Pour le moment, j'ai envie de dire pour, mais contre. Non, pour le moment, contre. Trop chaud. Pour ou contre embaucher des amis, de la famille ou ton conjoint dans ton entreprise? Si ça peut aider, pour. Pour ou contre les formations en ligne? Bah, il y en a, ils font de la merde, mais sinon pour, en fait. Parce qu'il y en a qui font des choses bien et t'apprends des choses. Moi, j'ai commencé avec une formation, donc puis on est obligé de se former quelque part. Ouais, pour. Pour ou contre démarcher des inconnus en DM sur les réseaux sociaux? Contre. Pour ou contre les personnes qui mettent en avant leur atout physique pour gagner plus d'argent? Ils font ce qu'ils veulent, ça me concerne pas. Donc, Ni pour, ni contre. Enfin, pour, enfin, je m'en fous. Pas d'avis.
J'ai jamais fait de mime, tu vois. Ceux qui veulent faire du mime, si ça leur plaît, qu'ils fassent du mime. Sans forcément mime ou OnlyFans, quelqu'un qui va utiliser, je te dis n'importe quoi, ça peut être un très beau mec qui va balancer des publicités ads torse nu avec les abdos, pour ou contre? Bah, enfin, si ça n'a rien à voir avec le physique et le domaine sportif, le business, bah, enfin, pas forcément pour. Enfin, c'est un peu con, quoi. Non, je sais pas. Ça- Je sais pas, franchement, je sais pas. Ça fait La plus question est de trop bizarre. vues Non, je trouve. Ouais, non. contre, Je vais pas du me mettre coup. en maillot sur une pub, moi, pour faire des. Tu vois. Non. Voilà, Contre. contre. Mais c'est Euh, drôle, les gens font ce qu'ils veulent avec leur corps, d'accord? Pour ou contre, entreprendre en France? Oh là là, c'est chiant. Pour, parce que j'y suis, je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est chiant. Pour. Pour ou T'es taxé contre, à mort. investir en France? Pour. Non, pour. Pour ou contre, créer un compte fake pour espionner tes concurrents? MDR, contre. Rien à foutre, s'il faut que j'aille t'espionner, je vais t'espionner avec mon compte, y'a quoi? C'était la dernière question. Ok. Et bah écoute, je te remercie Camille. On a été dans le timing, c'est incroyable. Non mais incroyable parce que ça a été hyper rapide, je suis choquée. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter peut-être sur les questions que j'ai posées, que tu as envie de peut-être plus approfondir, où tu te dis, ouais, il y avait quand même cette notion que j'aurais aimé peaufiner sur telle réponse que j'ai donnée peut-être? Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais ce serait plus par rapport à l'association. Ayez conscience de votre valeur. C'est vraiment hyper important parce que je pense que quand tu grossis dans le business, tu as beaucoup de personnes qui voient ta valeur et parfois tu ne la connais pas toi-même, ta valeur, et on va t'approcher pour des contrats, pour t'associer, pour plein de choses. Et comme tu ne connais pas ta valeur, tu vas sous-estimer ce que tu es capable de faire et tu vas peut-être accepter quelque chose sur lequel tu ne seras pas du tout aligné. Et en fait, tu te rends compte en le faisant que tu es capable de beaucoup plus, que tu vaux beaucoup plus et que tu n'aurais jamais dû accepter ça. Okay. Donc je pense que c'est important de connaître sa valeur et c'est aussi important de connaître la valeur de son temps par rapport à ses clients. Tu donnes gratuitement, mais il faut savoir aussi que tu as une certaine valeur dans le sens où tu as énormément de connaissances, tu as énormément d'expérience. Pour moi, l'expérience vaut plus qu'une formation ou quelque chose, tu vois. Et des années d'expérience, ça vaut vraiment beaucoup et parfois, il y a des personnes qui peuvent vouloir abuser aussi. Il faut savoir que ton temps vaut de l'argent. En fait, je dis ça juste pour pas que tu t'épuises. Peu importe qui c'est qui nous regarde, si tu as un business, peu importe lequel, je pense que ça vaut pour tous les business. Faut connaître ta valeur et savoir ce que tu vaux. C'est vraiment un vrai conseil. Voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie Camille, c'était trop cool de t'avoir. Oui. Ça me fait super plaisir en plus parce que tu fais partie des premières à participer à ce podcast. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez tous les liens de Camille directement dans la description de cette vidéo. Si du coup vous voulez voir les autres épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt. Et allez vous abonner, Clémence, elle déchire. Bisous. Ciao.